Bonsoir à tout le monde. Donc, comme promis, on va dans le bassin minier. Et puis, parmi nos auteurs du bassin minier, donc de langue picarde, alors ch'timi, rouchi, etc. Mais bon, la langue, c'est le picard. Donc, il y a énormément de variantes. Et les auteurs les plus connus et ceux qui ont peut-être vendu le plus de bouquins, en tout cas avant avant le 21e siècle, ils sont issus du bassin minier, donc en particulier Jules Mousseron. Alors, on ne va pas aller à Denain, on ne va pas aller chez Jules Mousseron, on ne va pas aller dans le Valenciennois, non, on va aller dans le Douaisis, dans le Lensois, alors, je ne sais pas exactement, la Goële, c'est comme ça, ce secteur-là, et on va aller rencontrer un auteur dont on n'a pas de photo, on va savoir tout de suite pourquoi on n'a pas l'image de cet auteur, mais on a cette couverture de son unique livre publié, alors, on ne peut même pas dire de son vivant, je vais vous donner les détails. Donc, c'est Apollon d'un carbon. Donc, le carbon, on est au pays du carbon, hein. Là, on a bien l'étymologie picarde, on voit bien la différence avec le français, hein. Carbon, du carbone, voilà. Mais ça, c'est bien connu, carbone 14, qui n'est que radioactif, hein, c'est pour ça qu'il est connu. Mais donc, le carbon, c'est vraiment le mot picard, carbon, kerbon. Et poésie patoise, vous avez tout en bas, par Achille Zalewski. Zalewski, c'est un nom polonais, hein. Je veux dire, s'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est un petit-fils de Polonais, fils de l'immigration polonaise, Achille Zalewski. Et donc, ça, c'est la couverture de son livre de recueil de poésie. Il n'a écrit que des vers qui nous sont parvenus. Je vais y revenir également. Et puis, il n'a pas connu son édition. Le livre a été édité, les épreuves étaient chez l'imprimeur alors qu'il allait mourir de la tuberculose très jeune. C'est une histoire un peu difficile aussi comme ça à résumer. Mais disons que ce personnage est un petit peu passé dans la mythologie de l'écriture picarde. On a parfois la notion de poète maudit, de gens qui auraient pu avoir du succès, qui auraient pu avoir de la notoriété, qui auraient pu avoir du talent à exprimer, et puis qui n'ont pas pu se révéler parce qu'ils sont morts très jeunes, que ce soit donc dans la poésie en général, dans le rock and roll ou bien dans le picard. On est toujours avec cette mythologie. Et Achille Zalewski est probablement le plus emblématique de cette situation. Alors, Achille Zalewski était né en 1881 et il est mort en 1904. Vous voyez, il a vécu, il n'a pas vécu 30 ans, hein, il a vécu, il était né précisément le 30 août, il est mort le 24 septembre 1904. Non, je dis une bêtise. Ah là, tout pouf, on efface. Il était né le 26 juillet 1881 et il est mort à l'âge de 22 ans, donc le 18 mars, il n'a pas eu ses 23 ans, euh, 1904. Alors, donc je viens de vous le dire, son père, François Zalewski, qui était né en 1849. On change complètement de siècle avec un S au bout, là, hein. On est à l'époque de Louis-Philippe. Euh, Né en 1849, il est ouvrier mineur et donc on voit à l'acte de naissance de son fils, donc Achille, qu'il est houilleur, hein, c'est le terme de l'époque. Et sa mère, Hortense Soro, qui elle a un nom français, euh, était née en 1859, elle a 10 ans de moins que son père, et elle va décéder assez jeune, à 30 ans, en juin 1889 à Denain. On est dans une région, je ne sais pas si tout le monde situe bien ce secteur-là. C'est une région qui est donc est-ouest, hein. À l'est, on a Denain, dont je viens de parler. Donc, encore un peu plus à l'est, on aura Valenciennes. Et puis, euh, au grand ouest, on aura Béthune. Mais donc, au milieu de ce grand bassin minier, on a Lens. Et donc, on va se situer donc, entre Denain pour des moments de vie de la famille Zalewski. Et puis, ils vont s'y marier, ils vont y naître, etc. Donc, il y a un lieu de vie à ce niveau-là. Et puis le lieu d'existence, de vie familiale qui va se passer à Los Angeles, qui est au nord-ouest de Lens, à proximité immédiate de Lens.
donc à mi-chemin à peu près entre Béthune et puis Valenciennes. Donc tout ça, c'est le bassin minier de l'Artois et puis du Hainaut. Et donc ces gens qui sont là sont des Français, sont des Polonais et sont des travailleurs de la mine, euh, hommes, enfants, mâles, les garçons plutôt, et puis bah, les filles également, et puis les femmes également, elles peuvent rester sur le carreau, et être sur le carreau, c'est ne pas descendre au fond de la mine, mais travailler donc sur le carreau de la fosse minière et trier le charbon, par exemple. De séparer le charbon des morceaux de terre remontés qui ne sont pas du charbon. Et donc, Achille Zaleski, donc, c'est un excellent élève à l'école primaire. Il est reçu premier au certificat d'études, ce qui n'empêche pas qu'il va descendre à la fosse aussitôt après, à 13 ans. À 13 ans, il descend à la fosse. Il n'est pas le seul, hein. Ils descendent tous à 13 ans et un jour, hein. À cette époque-là, c'est légal. Il vit avec ses parents, chez ses parents, évidemment, au numéro 1 de la cité 5 de Los Angeles. Et il sera par la suite donc écrivain autodidacte et il n'écrira dans ce qui nous est parvenu que en picard. Un petit mot sur sa famille. Donc, son père et sa mère, qui va décéder jeune, son père va se remarier en septembre 1889, donc assez peu de temps après la mort de sa première femme, avec Joséphine Lucier, qui elle-même est veuve. Les veuves sont assez nombreux dans le monde ouvrier, notamment minier, des mineurs du 19e et du 20e siècle. Euh, et donc, François Zaleski et Joséphine Lusier, avec un Z au bout, en fait, sont déclarés tous les deux comme polonais, bien que nés en France, hein, lors du recensement de 1911 à Los Angeles. C'est assez intéressant d'avoir cette notion de polonais qui perdure dans des appellations officielles hein, qui ne correspondent pas tout à fait au droit du sol. Euh, Achille Zaleski donc, a un frère aîné qui s'appelle François, qui se prénomme François comme son père, qui est né en 1879, donc il a 2 ans de plus que lui. Et il aura une importance dans la suite de ce que je vais vous raconter. Il va se marier avec Évangeline Merlin. Ça aura également une importance dans ce que je vais vous raconter. Donc elle, Évangéline Merlin, elle est plus jeune, enfin ils sont d'âge tous les deux, donc mais elle est plus jeune que son beau-frère. Et il est François, le frère, il est militaire de réserve et ils auront une fille, Lucienne Merlin, qui porte le nom de sa mère. Donc en fait, c'est une fille naturelle, mais qu'elle est reconnue par son père. Elle est née en 1902. Et en fait, c'est parce que son père est militaire de réserve. Et je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais donc à cette époque-là, les militaires, en gros, les hommes hein, militaires, n'ont pas le droit d'avoir d'enfants pendant le temps qu'ils sont militaires. Et donc, ils reconnaissent généralement à l'issue de leur service ou de leur engagement, donc lui, son engagement, les enfants qu'ils ont eus avec leur femme. C'est la même chose avec Giono, par exemple, enfin, du côté de sa mère. C'est assez surprenant, c'est des pratiques qui n'ont plus cours aujourd'hui. Donc, Lucienne Merlin est bien la fille de Françoise Zaleski, donc la nièce d'Achille qui nous intéresse aujourd'hui. Tous les noms que je vous dis là, c'est pas pour vous encombrer l'esprit, c'est parce que ça va avoir une importance. Parce que François et Évangéline, quand il a fini son service et qu'il est militaire de réserve, vont émigrer vers le continent américain. Et donc, ils partent à Chicago en 1914, le 1er juillet 1914, donc avant la guerre, avant la déclaration de guerre. Ils vont à Chicago. Je peux même vous donner l'adresse, hein, Ronald, Ronan Box 101. Voilà, c'est leur adresse là-bas. Et donc, ils partent avec leur fille, hein, qui est née, qui a déjà 12 ans. Et puis, Achille Zaleski a également eu une sœur, Léonie. Elle va rejoindre son grand frère là-bas ensuite. Et ils vont partir avec les archives de Achille Zaleski. En fait, c'est ça qui est important, c'est que le grand frère ou
la petite sœur, vont partir avec les archives d'Achille Zaleski, et c'est ce qui va permettre de compléter en fait les informations autour de la production littéraire d'Achille Zaleski. Non seulement donc Apollon dans le carbon là, que je vous ai montré tout à l'heure en grand, mais qui est le volume qui est là. Et puis également ce qui sera retrouvé à la fin du XXe siècle, des inédits d'Achille Zaleski. Voilà, donc je veux dire, c'est assez intéressant. On est dans un contexte historique, sociologique, ouvrier, et puis également de migration. Et bon, ce sont des gens qui sont habitués, entre guillemets, à migrer. Leurs grands-parents sont venus de Bologne travailler dans le bassin minier, les parents sont restés là, puis les enfants vont partir ailleurs, à la veille de la Première Guerre mondiale. Mais ce qui fait aussi que dans le carnet militaire de François Zaleski, le frère aîné, eh bien, il est marqué qu'il est déclaré insoumis le 10 novembre 1914, parce que là, il ne va pas répondre à sa convocation à l'heure de mobilisation générale. Bon, revenons donc à notre personnage central, Achille Zaleski. Euh, donc, il va se trouver une vocation d'écrivain dans la foulée d'autres écrivains qui prévalent déjà à la fin du 19e siècle. Alexandre Desrousseaux, hein, le petit quinquin, Lille, c'est déjà quelqu'un qui a une grosse notoriété. Et je vous parlais tout à l'heure de Jules Mousseron, c'est quelqu'un qui a déjà une grosse notoriété, et d'autant plus que le livre Germinal de Zola est publié. Donc, il y a tout un ensemble de prises de conscience de la condition ouvrière et de la possibilité d'écrire, et donc, en l'occurrence, en picard. C'est d'autres auteurs, si j'ai le temps, j'y reviendrai, sinon je vous donnerai juste les notions à la fin. D'autres auteurs se déclarent à ce moment-là pour commencer à écrire en picard. Et la forme qui est choisie à cette époque est essentiellement celle qui est la plus couru, à savoir le vers classique de prosodique française. On apprend le français à l'école. Faut penser que ces gens-là ont des grands-parents qui parlent polonais, hein, donc ils sont vraiment dans une autre génération. Le père d'Achille Zaleski, à sa naissance, il ne s'est pas signé, hein. Son écriture est très tremblante. Ça n'est pas vrai plus tard, mais donc il ne sait pas encore bien écrire à la naissance de son fils. Et donc, Achille Zaleski, quand il écrit, évidemment, de tout naturellement, il va se calquer sur le modèle républicain, et donc sur le côté scolaire des vers avec des rimes, des rythmes et une construction de poésie quasiment obligatoire à cette époque-là, quasiment obligatoire, sauf quand on écrit du théâtre, par exemple. Et donc, il a, il a comment côté service militaire, c'est intéressant d'aller voir, parce que on voit dans sa fiche matricule qu'il est ajourné pour faiblesse, donc il ne fait pas de service militaire en 1902. Hein, donc, il a pas 20, enfin, il a 20 ans quand il est ajourné, donc il n'a pas 20 ans quand il passe au conseil de révision. Et il est définitivement exempté en 1903 pour gastrologie chronique. Gastrologie chronique, comme je sais qu'il y a un médecin qui nous écoute, ça parle beaucoup, hein. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il a comme pathologie, en tout cas de celle dont il va mourir, c'est tout simplement la tuberculose. C'est pas la silicose, hein. Il va pas descendre assez longtemps à la mine, il va aller dans les fosses, mais il va pas mourir de la silicose, il meurt de la tuberculose qu'on ne soigne pas, hein. Il va falloir avoir les antibiotiques d'après la Deuxième Guerre pour commencer à traiter les tuberculeux. Et donc, il meurra, donc, je vous l'ai dit, très jeune, en 1904. Et en fait, bah, c'est à ce moment-là que les épreuves du livre qui recueille donc ces textes, ces premiers textes donc édités, sont sous presse à ce moment-là. Donc, voilà, vous voyez à peu près la forme. Vous aurez des copies de certaines pages. Euh, c'est pour compléter, donc, ben, avant de mourir, il a quand même écrit à la mine. Alors, j'aurais presque au crayon mine, hein, au crayon bois, je ne sais pas comment vous les appelez. Mais moi, je dis souvent un crayon bois ou un crayon mine. Mais là, je veux dire, pour le coup, on va dire au crayon mine. Donc, il écrit au crayon dans des carnets, avec, vous savez, les petits carnets, les petits calepins, là, où il y a un crayon qui est sur le côté. Et puis, ces carnets ben, contiennent des traces de son écriture, de ses brouillons, de son approche de ce qu'il y a dans Apollo, dans le carbone, mais il y a aussi beaucoup de textes inédits.
et qui seront retrouvés, donc, comme je vous l'ai dit, grâce à cette partie de cette famille, donc son grand frère, sa petite sœur qui sont partis aux États-Unis, qui ont une fille, et cette fille, donc la petite nièce d'Achille Zaleski, transmettra ces archives à des gens qui vont s'y intéresser, qui vont trouver ça tout à fait intéressant, et notamment à Monsieur Bruchet, qui va récupérer les derniers textes. Alors, j'essaie de faire en sorte que ce soit à peu près net pour vous, voilà, à peu près comme ça. Donc, poème retrouvé en patois d'Achille Zaleski sous le titre Les Chants de l'Abîme. Je reviendrai sur le titre de ce recueil, avec toute une étude dans ce document, toute une étude de l'œuvre de Zaleski, de sa vie. J'ai puisé beaucoup d'informations dedans, pas uniquement, mais vraiment beaucoup. Et puis là, ben, vous avez une vue de ses carnets. Hein. Donc là, c'est vraiment une vue du carnet avec, ben, sur ce côté-ci, vous voyez l'emplacement pour mettre le crayon mine, avec la manière de travailler de Zaleski, c'est son écriture. Par contre, il semble qu'il y ait certaines pages ou certains dessins, puisqu'il y a aussi des petits dessins dedans, qui ne soient pas de la main d'Achille Zaleski, et donc ça a pu être recopié par quelqu'un de sa famille pour que ce ne soit pas perdu. Ils avaient perdu un frère très jeune de la tuberculose. Ils ont gardé de lui, ben, ils n'avaient pas de photos, donc ils ont gardé de lui son écriture, son témoignage de la vie ouvrière et minière, puisque, en fin de compte, c'est essentiellement de ça dont il parle dans son écriture. À savoir aussi sur Achille Zaleski que c'est un personnage au sens un peu folklorique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une certaine forme d'humour ou d'ambition, ou les deux, et que dans ses écrits inédits, il y a en particulier une longue lettre en vers également, qui est envoyée, qui a été vraiment envoyée, qui a été postée le 10 septembre 1903. Je vous rappelle qu'il va mourir quelques mois plus tard, qui a été envoyé à Jean Rostand. Jean Rostand, donc l'auteur de Cyrano, et c'est à l'auteur de Cyrano qu'il s'adresse, et il, euh, il lui écrit en commençant sa lettre par Ma chère confrère. Hein, voilà, donc il se place sur un pied d'égalité. Il lui écrit entièrement en picard. Il lui dit même que, bah, vous, cher confrère, vous ne comprendrez peut-être pas ce que je vous dis, mais je vous écris quand même, puis j'espère avoir une réponse. Voilà. Alors, il y a une forme de distance, on peut le voir sous forme de comique, moi je trouve que c'est, voilà, il a envie d'écrire à Cyrano, en fait, à Jean Rostand, en fait, parce qu'il est impressionné par l'écriture de Rostand, la qualité de son travail littéraire, mais aussi par le personnage de Cyrano. Et il va écrire, Zaleski, un texte qui s'appelle Le nez d'homme Comarat. Alors là, mon Picard prend le dessus des fois. Le nez d'homme Comarat, qui n'est qu'une. C'est pas une parodie, c'est une allégorie. On voit tout de suite qu'il y a du Rostand derrière. Il ne traduit pas, il ne parodie pas Rostand, mais il accommode donc la tirade du nez de Cyrano dans son Picard, toujours en rime. À savoir aussi que par ailleurs, sur un autre texte, il est inspiré par une fable de La Fontaine, pas une des plus connues d'ailleurs. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui lit, qui est allé à l'école, je vous l'ai dit, c'est un bon élève, c'était un élève premier au certificat d'études, et c'est un ouvrier. Il va parler de la condition ouvrière, et ça n'est pas fréquent parce que les textes de Zaleski ne sont pas des textes humoristiques. Contrairement à ceux de Mousseron et aux personnages de Cafouniette, ils ne sont pas, chez Zaleski, humoristiques. Ils n'ont pas forcément une finalité avec une chute et donc avec un, un suspense autour d'une intrigue. Il y a des textes comme ça chez Zaleski, mais ils ne sont pas majoritaires. Et ils sont plutôt sur le thème d'un humour un petit peu soit fin, soit scatologique. Hein. Il va il explore des différents domaines comme ça, mais le nombre de textes qui nous sont parvenus ne dépasse pas la trentaine. Donc, il est difficile de dire que son inspiration, ce qu'il a transcrit, était proportionnel à son inspiration mentale, à ce qu'il a transcrit sur le papier. Alors, sa bibliographie, donc, ben, elle se résume essentiellement à ces deux ouvrages, donc Apollo dans le carbone, qui va paraître donc dans courant 1904, après son décès, 51 pages, avec une table des matières et avec une préface de Charles Lamy,
Charles Lamy, c'est un Cambrésien qui a été contemporain d'Édouard David, dont je vous ai déjà parlé. Ils ont collaboré ensemble, donc c'est assez étonnant parce que Amiens, Saint-Leu et puis Cambrai, c'est quand même pas la porte à côté, mais ils se fréquentaient beaucoup. Ils ont même ils ont même rédigé un dictionnaire, le dictionnaire de Lamy et David, qui est inédité, qui est resté sous forme de fiche, qui est conservé normalement au musée de Picardie, mais personne ne peut jamais le voir. Et donc, mais l'agence va se charger d'en procurer une copie. Mais donc, donc, Charles Lamy écrit une biographie et un éloge d'Achille Zaleski qui, en fait, sert essentiellement aux informations que je vous ai données avec celles de Bruchet dans les champs de l'abîme. Donc ça, c'est voilà, on a cet ouvrage, et cet ouvrage a la particularité d'avoir une couverture. Ça n'est pas du tout l'habitude à cette époque-là. Mousseron a des couvertures avec des dessins de Jonas, enfin avec comment, des introductions par Junéry, Julien Renard, mais qui sont des proches collaborateurs, et il a une grosse notoriété, Mousseron. Mais par exemple, Édouard David, il faut attendre qu'il ait publié pendant 20, peut-être 25 ans pour commencer à avoir des illustrations. Et lui, à son premier livre, il y a une couverture avec une technique qui n'est pas très connue, qui s'appelle l'aquaphoto. Donc il y a eu cette réalisation qui a été prise en photo et qui est reproduite pleine page, alors là, archi pleine page, donc avec un dessin qui est signé Cheviès, je ne sais pas qui c'est. Et donc, il y a une muse vous voyez la muse avec Samir, qui inspire le mineur, qui est songeur, assis au fond de la fosse avec les pics qui sont donc au repos, puis la muse qui est au-dessus. Voilà, donc c'est à signaler, c'est quand même pas quelque chose de courant. Et donc, on a vraiment voulu faire honneur à Zaleski en publiant ça, sachant qu'il n'a même pas, je vous le redis, mais il n'a même pas relu les épreuves, hein. C'est des ouvrages qui sont composés au plomb, donc il peut y avoir des fautes de typo, par exemple, tout ça. Alors, il n'y en a pas énormément, je n'en ai pas décelé véritablement, mais on sait qu'il n'a pas relu les épreuves, il n'a jamais vu cet ouvrage. Et donc, cet ouvrage sera plusieurs fois réédité, et donc notamment à Los Angeles, dans sa commune de résidence, et là où il va décéder. Il y a eu en 1982 un livre d'histoire locale, en fait, qui a été publié en supplément aux Échos Lossois, avec deux O à Los Angeles, donc en 1982. Et il y a l'intégralité des textes. Alors là, c'est assez notable de remarquer que les pages sont blanches, sauf les pages qui correspondent à Zaleski, qui, elles, sont en rose, un petit peu comme dans les anciens Larousse, entre les noms propres et les noms communs. Là. Voilà, donc l'intégralité des textes de Apollon d'un Carbon sont repris dans cet ouvrage d'histoire locale de l'os, avec de très nombreux collaborateurs. Et donc, c'est une manière de rendre hommage à l'enfant du pays. Et puis, alors, une fois, j'avais dégoté, je croyais que c'était l'édition originale, non, mais c'est l'autre, j'avais dégoté ça. Donc, il y a la reprise de la couverture. Et là, c'est une édition qui a été faite par des enseignants, probablement des instituteurs. Vous savez, avec ces machines à alcool, donc a été retapé, l'ensemble des textes a été retapé et puis mis bout à bout comme ça. Et donc, ça, voilà, donc il y a eu plusieurs rééditions, ce qui fait que les textes d'origine ne sont pas perdus et qu'il y a comme ça euh, la mémoire d'Achille Zaleski qui a pu perdurer jusqu'à 1988, donc où je vous remontre donc le fascicule de Horizon 21. Donc il y a plein de petits fascicules dans Horizon 21 qui ont été publiés dans les années 1980. Et donc, on a, je sais plus, j'ai dit Bruchet tout à l'heure, c'est Bayeul, hein, je crois que j'ai dit Bruchet. Donc, c'est Jean-Pierre Bayeul qui a présenté, c'est un prof de français à ce moment-là, prof de lettres au lycée de Bruy-en-Artois, et puis ensuite, il a fini sa carrière dans le Morbihan. Et donc, vraiment, il fait des notes de lecture, des notes de bas de page, une présentation et une postface sur l'œuvre de Zaleski avec des choses vraiment très pertinentes et très fouillées dans son analyse. Alors, à savoir donc ce recueil
ou peut-être le premier, en fin de compte, mais en y réfléchissant bien, ça pourrait être aussi le premier, pouvait avoir d'autres titres et qui sont de la main de Zaleski, hein. Il y a un manuscrit qui permet d'envisager qu'il y ait. Alors j'ai perdu mon marque-page, vous l'avez peut-être vu, il est tombé là tout à l'heure, donc je vais retrouver la page. Voilà, c'est ici. Donc on a ici, là comme ça, donc la première page du carnet. Il y a deux carnets hein, qui sont parvenus. Et donc ben, ça pouvait s'appeler Gasconade du Nord chez les mineurs. Alors, les gasconnades du Nord, il y a les gasconnades, les pagnolades aujourd'hui, enfin des choses comme ça. Donc, c'était quelque chose qui était couru. C'était les bonnes blagues. Parce qu'il commence à y avoir des blagues. Alors, peut-être que ça voudrait dire qu'il y a des portraits qui devraient arriver, qui auraient pu arriver. Il y a peut-être des choses ou des textes à trier pour faire un volume de gasconnade. Bon, toujours est-il que ce titre est rayé. Ensuite, il y a un autre titre, c'est Chez les mineurs, poésie patoise. On est beaucoup plus dans l'ambiance des textes qui nous sont parvenus. Ou encore Fleur du Terry ou Fleur du Terry, hein, sans elle à la fin, comme il convient de prononcer Terry. Euh, et puis, il y a un sous-titre, Mœurs, us et coutumes, contes et légendes du pays où il est. Alors ça, c'est tout un programme de folklore, hein, je vous le répète. Mœurs, us et coutumes, contes et légendes du pays où il est. Ça fait quand même un gros programme. Et en fait, il y a un ou deux textes où il y a une chanson de Sainte-Catherine. Il y a donc des choses comme ça qui attestent que ce titre-là n'est pas galvaudé. Il y a un projet, bien entendu, qui n'aboutira pas. Donc, si en fin de compte, si on triait les textes de Zaleski dans ce qui nous est parvenu, eh bien, il y aurait effectivement des poésies patoises chez les mineurs, il y aurait des mœurs, us et coutumes, etc., donc liées au cycle de l'activité, généralement autour de la religion, mais pas exclusivement, donc tout au long de l'année. Et puis, il y aurait des gasconnades, des blagues, je vais dire, en gros, à la mousseron. Voilà, on est quand même sur ces trois registres-là avec les programmes que Zaleski a pu se mettre en tête. Donc, vous aurez ces informations-là dans le document que je vous ferai parvenir. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui, avec une maigre en quantité production, une qualité d'écriture en termes de langue qui est, je vais dire, moyenne avec les yeux d'aujourd'hui et avec en fait le regard sur l'ensemble de la littérature. Effectivement, son Picard n'est pas très costaud en termes de vocabulaire. C'est pas un Picard excessivement. D'abord, il est à peine technique et puis qui n'est pas excessivement Picard. En fin de compte, il y a des traits de français, mais chez Mousseron, il y en a davantage à mon avis dans ce qui a été imprimé, en tout cas chez Mousseron, parce que les manuscrits de Mousseron sont des fois plus picards que ce qui a été, en tout cas ceux que j'ai vus à Valenciennes, sont plus picards que les mêmes textes qui ont été édités. Mais je dirais, c'est pas ça le problème, c'est pas grave. Il a écrit, ça nous est parvenu. Je pense, moi, que c'est un enfant de mineur d'une quinzaine, 18 ans, quinzaine d'années, qui commence à écrire en picard sur la condition ouvrière avec le vocabulaire qu'il entend tous les jours dans le bassin minier. Et dans ce bassin minier, il y a du polonais, il y a du patois d'ici ou de là, donc du Hainaut, du Rouchy, si vous voulez, ou de l'Artois. Et puis, il y a probablement du français, puis il y a probablement peut-être un peu d'italien ou d'autres langues. Et donc, ce qui nous est parvenu, c'est ben, effectivement ce qu'il entendait dans les oreilles, qu'il entendait dans ses oreilles, qu'il entendait dans le coron. Donc, c'est cette langue-là, je dirais, c'est presque une langue absolument vraie en tant que telle. Si on faisait un micro-trottoir, c'est probablement ce qu'on entendrait et non pas un travail littéraire au sens de recherche de vocabulaire, mais un travail littéraire, par contre, calqué sur la prosodie française. Voilà sur Achille Zaleski. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le connaissiez déjà ou hormis Olivier, je sais il en a déjà parlé, mais non. Oui, oui, déjà un petit peu entendu parler pour les gens qui habitent dans le Pas-de-Calais, oui, c'est quand même logique. Voilà. Alors, on va maintenant. Ah, ben, je viens de fermer ma page. Mais je vais retrouver, c'est prévu, ça. Que je fasse des bêtises, sinon ça ne marcherait pas. Donc, on va regarder, eh bien, déjà un premier texte d'Achille Zaleski qui s'appelle tout simplement El mineur, qui est paru donc dans Apollon d'un carbon. Et puis, ben, je vais vous le lire avec mon piètre accent
du bassin minier, là, pour le coup. Mais Olivier me pardonnera. El mineur, vous l'avez bien là à l'écran, ça va? C'est bon? Ok. El mineur. Plus matinal est que l'aurore, el mineur part à ce dur labeur. Et quand tout le monde dort à corps, il est déjà tout un sueur. Dans l'obscurité d'El mine, il prodigue ses bras vaillants. Faut du carbone pour l'usine, faut du pain pour ses enfants. Pour ses enfants. Il ne prononce pas les R. Il ne les écrit pas, il ne les prononce pas. Vous voyez, donc on a à la fois dans ce premier, cette première strophe, on a à la fois un mot picard assez, enfin je dis, oui, bien quoi, enfin tout le monde dort un corps et déjà tout un docteur, il prodigue ça, il faut du carbone pour l'usine, du pain pour ses enfants, enfin, et puis on a quand même des mots français comme obscurité et prodiguer, le verbe prodiguer, qui est quand même un verbe, là pour le coup, bien français, mais il est bon. Euh, pour les auteurs de cette époque-là, et peut-être même pour certains encore aujourd'hui, de montrer qu'on a de la culture et de placer son vocabulaire qui veut dire véritablement prodiguer ses bras vaillants. Je veux dire, c'est quand même pas simplement prêter ses mains. Hein, voilà. Donc il y a quelque chose qui se construit en combinaison des deux langues. À 700-800 pieds de zoutière, d'un air empoisonné, à la clarté d'une tiote lumière, il travaille comme un damné d'un noir sillon qui craquette et s'abat sous ses efforts, Irlouk ayant Zerestiet et les têtes, et les vivants et les morts. Donc il a au-dessus de sa tête Zerestiet. Hein. Donc là, on a la diphtongue qui est vraiment typique de l'artois. Irlouk, il regarde, hein. C'est tout look en anglais, mais c'est aussi reluqué hein, pour moi. Irlouk, euh, ayant Zerestiet et les vivants et les morts. Bon, je pense que le reste du vocabulaire ne pose pas de soucis. El grisou, donc vous savez que c'est le gaz hein, qui s'échappe et qui provoque de très nombreuses catastrophes, dont celle de Courrières. Le grisou siffle des marches funèbres dans les cassures tout près de lui. L'éboulement dans les ténèbres, elle menace d'être enseveli. Enseveli, hein, c'est bien écrit. Le danger partout l'environne et d'un gouffre, destin cruel, hélas, il ne sait point personne s'ils la reverront encore le ciel. S'ils la reverront encore, donc s'ils reverront encore le ciel. Vous voyez que les troisièmes, et ça c'est assez bien noté chez lui, les troisièmes personnes de la conjugaison de la troisième personne du pluriel, c'est il ne sait pas. Hein, donc il y a vraiment l'apostrophe, elle vient bien à point pour montrer que le T est sonore à la fin. Euh, elle menace, pas elle menace. Hein. Je veux dire, là, on entendrait ça aujourd'hui dans le bassin minier, c'est elle menace. Hein. Donc, là aussi, les palatalisations, les sons amoindris, tout ça. Et là, on verra les palatalisations. Hein. Quand il met Thio, moi, je suis persuadé que c'est chaud. On va me dire, ouais, mais bah, moi, j'en suis persuadé. Je le ressens bien comme ça. Bah, chaque métier a ses peines. Le mineur est content d'un sort et dans les vouées souterraines, il cante, il se moque de la mort. La peur ainsi que la paresse est bannie du grand trône noir. Quand, et quand part un cri de détresse, chacun sait faire et se dévoir. Alors, le trop, c'est le trou, hein, c'est la prononciation. Moi, ce serait un treux, par exemple. Hein, donc la peur, la paresse sont bannis du grand trou noir. Bien sûr, on n'imagine pas. Moi, je suis jamais descendu dans une vraie mine de charbon, disons une mine d'ardoise, mais pas de charbon. La noirceur est quelque chose, enfin, l'absence totale de lumière est quelque chose de très impressionnant. Enfin, sous terre, euh, avec le poids quand même de la descente qu'on a encore un peu sur les épaules, malgré tout. Meurtre et co, noir et de poussière, le corps brisé, le visage blêmi, dans le mine, immense fourmilière, le mineur bûche comme une fourmi. Et sans repos, dans le carbone qui pour, s'impique, s'enfonce comme un estoc. Avec l'assistance d'Elpour, il se creuse un passage dans le roc. Donc là, c'est un passage qui est un des plus techniques, avec ce côté, alors la fourmilière et les fourmis, ils sont sous terre, ils sont véritablement une fourmilière, ils sont excessivement nombreux. Il y a des animaux aussi, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, à cette époque-là, il y a les fameux chevaux avec chez Méneux de Kévo. Hein. Et puis là, on a du vocabulaire
proprement picard. Le carbon qui pour, c'est-à-dire le charbon qui devient de la poudre, qui vole en l'air, hein. Là c'est celui-là qui va donner la silicose à ceux qui le respirent. Avec l'assistance d'Elpour, voilà, donc il faut de la poussière pour creuser son passage dans le roc, et puis par, euh, par contraste, c'est cette poudre de charbon qui va au petit à petit remplir les poumons. Euh, Ouvrier qu'aucune machine n'a jamais pu remplacer, dans les profondeurs d'Elmine, le mineur est fier et bûcher. Pour arracher le précieuse veine, ce bras y est tout, enfin, je ne veux peut-être pas en rajouter, ce bras est toute nécessité. Il sait et il sait qu'il peine pour le bien de l'humanité. Alors il y a deux passages. Aucune machine n'a jamais pu remplacer. On est avant, autour de 1900, quoi, hein, donc bien sûr. Donc il y a quasiment pas de machine à ce moment-là. Il y a pratiquement rien. Les seules machines qu'il peut y avoir, ça va être bah, des- les chevalets avec donc les ascenseurs, en fin de compte, hein, mais pour travailler, c'est tout se fait à la main. Par contre, on aura le même discours de Thorez après-guerre. Voilà, donc hein, voilà, pour arracher le président, il sait qui peine pour le bien de l'humanité. Voilà, c'est pour amener donc la matière première de l'énergie de l'époque. Le carbonier infatigable est un précieux travailleur. Le travail est indispensable comme est ceux du laboureur. Pour le marche du progrès, il trime. Et quand il meurt au combat, dans la nuit, au fond de l'abîme, est-ce mort et seul d'un soldat. Donc leur engagement, c'est vraiment de livrer leur corps. Donc il est aussi précieux que le laboureur. Euh, et puis, ben, on a donc la mort qui peut arriver et qui est latente, hein. On l'a eu avec le grisou tout à l'heure. Et quand il meurt au combat, ben voilà, sa mort, c'est celle d'un soldat. Et on aura dans un texte, là, tout de suite, presque tout de suite, on aura donc cette mort qui va frapper. Bon, je pense, vous voyez, c'est pas, je crois sincèrement que c'est pas un vocabulaire très compliqué à, à aborder. Il y a quelques mots qui peuvent ne pas être courants. Alors, à savoir qu'il existe quelques vocabulaires ou lexiques de la mine de charbon en France, notamment dans l'Artois, par un contemporain, enfin quasi contemporain d'Achille Zaleski, c'est Marius Latter. Donc ça, si un jour vous arrivez à vous procurer ça, c'est pas mal. C'est le lexique donc, qui s'appelle le lexique du parler populaire et ouvrier des régions minières d'Artois. C'est vraiment un fort gros lexique. Et là, il y a énormément de termes techniques, les mots qui sont replacés dans leur contexte. Il y a aussi du vocabulaire folklorique, parce que Latteur, je ne vais pas trop rentrer, mais qui était plus proche d'Arras, lui, a écrit sur d'autres fascicules sur le folklore. Il a écrit aussi des poésies, enfin, d'autres textes. Mais là, c'est vraiment pour moi l'ouvrage de référence. Je peux ne pas tout connaître aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Mais donc, c'est vraiment le vocabulaire important pour éventuellement avoir une signification d'un terme technique qu'on n'arriverait pas à situer. Donc, c'est pour vous dire que je crois, moi, que les textes de Saleski sont très abordables, ce qui n'enlève aucunement leur force et puis euh, leur véracité. Ah, ça va, je ne vais pas trop vite, je ne m'étrangle pas encore trop, ça va. Alors, je vais reprendre ça. Et donc, on va voir un deuxième texte qui s'appelle, j'essaie de vous le mettre au milieu de la page, comme ça. Comme ça. Voilà. Donc Jean- ça s'appelle. Oui. Jean-Luc, excuse-moi, je crois que tu partages pas le bon écran. Ah bon, bah alors bah, j'arrête le partage. Et puis je recommence. Jark et Mash, tu ne crois pas, t'en es même sûr. Hop, ça va aller mieux là. Ça va, j'ai pas dit de bêtises sur l'autre écran pendant ce temps-là. Bon, le déchante des Galibots. Donc, bah, Galibo, alors le mot Galibo, bien, il est assez connu. Euh,
mais c'est tout simplement le mousse sur un bateau, c'est le galibot dans la mine. Voilà, c'est l'enfant qui descend pour la première fois ou que les tout jeunes qui n'ont pas les mêmes fonctions éventuellement, enfin évidemment au fond de la mine, ils vont pas mener les chevaux, ils vont pas taper avec le pic, mais ils vont pousser les chariots, les balles comme ils appellent. Ils vont avoir vraiment des rôles qui sont loin d'être simples. Et puis, ben, ils vont partager le briquet, c'est-à-dire le casse-croûte, le sandwich. Et puis, ils vont partager la vie de la mine. Et puis, ben, quand il y a une catastrophe, ils y passent aussi avec les autres, hein. Je ne sais pas, c'est pas du tout. Ils viennent pas pour cueillir les marguerites, hein. C'est pas du tout ça. Elle déchaîne des galibots. Dans le grand cage qui dégringole, un ami 16 galibots. Vous crorot vir 16 Pierrot, se battant d'un guiole. Donc, ils descendent 16 par 16 dans cette espèce d'ascenseur sans porte, hein. Si vous êtes allé à Leeuwarden, sur la fosse qu'on peut visiter, les reconstitutions, on a cette ambiance-là, plus proche de nous dans le temps que ce qu'a vécu Zaleski. Les techniques ont été un peu plus garanties, mais bon, c'est quand même comme ça. Et donc, ils sont par 16 comme si qu'ils se débattaient d'un guiole. Guiole, le mot français le plus proche, c'est géole, c'est une cage, hein, une cage à oiseaux, une gaïole chez Julos Bocarde, ou à Boulogne-sur-Mer, hein, il y a la porte Gaïole également, ou bien alors dans une guiole, c'est donc là, c'est la cage, tout simplement. Une cage d'ascenseur, hein, c'est ce qu'on dit aussi en français, hein, c'est le mot picard. Et wallon. Les plus grands comme les plus petits, bravement savons faire le poste. Tout le band s'enfonce dans le trou de fosse, incantant vas-y, Louis. Alors, vont faire leur poste, vont prendre donc leur quart sur un bateau, vont prendre leur poste, hein, et tout le band s'enfonce dans le fosse, dans le trou de fosse, dans le trou, donc dans le noir, hein, ils s'enfoncent à plusieurs dizaines, centaines de mètres, incantant vas-y, Louis. Alors là, pour le coup, je ne la connais pas, cette chanson-là, mais c'est peut-être une manière de s'encourager. Le guettait, lui, sur les figures. Personne ne s'arrose douter qu'un vient de les faire déhuter, être si bonheur des couvertures. Donc on vient de les faire déhuter, on vient de les faire se lever. Tous ces jeunes gamins là, de 13-14 ans, ils étaient bien au chaud sous leur couverture chez eux dans le coron. Et puis on vient de les faire déhuter, et donc vraiment sortir du lit et de la hutte, hein, mot à mot. Un dur travail les atteint. Un quart d'heure après le déchinte, et cependant, au lieu d'une plainte, j'ai un canchon qu'un atteint. Donc, c'est le travail dur qui les attend. Un quart d'heure après la descente, parce que tout simplement, quand on est sorti de la cage, après, il faut rejoindre le front de mine. Donc, ça peut durer un quart d'heure sous terre à avancer comme ça. Pas à ramper, mais en tout cas à avancer dans les boyaux qui ont été précédemment creusés. Il fait noir, un noir extrême, dans le lieu de guiole dans le guiole du démon, corps plus noir d'où ce qui s'en vont, un zatin canté quand même. Donc ils avancent en chantant, malgré donc le noir extrême, d'un lieu guiole du démon, donc dans la cage du diable, hein, là. Donc ils sont passés de la cage qui descend à celle de la cage du diable. Un gouffre de 1000 pieds par fond, ouvre une soudeuse gueule béante. Je n'ai pas choix qu'ils épouvantent, ils continuent le canchon. Donc là, le trou, en fait, j'ai du mal à vous transmettre ça avec quelques mots, mais donc cette cage, elle ne s'arrête pas rez-de-chaussée ou sous-sol -1, hein. Il peut y avoir encore plusieurs fosses. Je ne vous ai pas mis une coupe de mine, mais il y a un seul puits avec le chevalet au-dessus va amener sur plusieurs veines exploitées. Donc, on peut descendre à un niveau moins 2, par exemple, mais il peut y avoir -4, -5 en dessous, hein. Mais ça ne les empêche pas de chanter. La mort, dans la nuit, les escorte. Dieu sait s'ils la reverront le jour. Le rouge grisou, les boules massours sont là, tout près, mais qu'importe. Ils cantent, et le corde peut casser, le cache peut partir à moulette, le fosse peut crouler sur le tiède, ils n'arrêteront pas de canter. Voilà. Donc on a la mort qui est encore présente, la mort potentielle, avec les événements qui vont pouvoir le plus évidemment créer cette mort. Ça va être le grisou, ça va être l'éboulement, et ça va être la cage, donc la corde qui descend la cage, qui va casser. Et puis à ce moment-là,
Elle peut partir à moulette, elle va partir toute, la corde se casse, elle va partir de la molette qui est tout en haut du chevalet, et puis ça, tout va dégringoler donc au fond, et bien sûr les galibots ou les autres mineurs avec. Il va y avoir un petit moment pour me, me refaire une gorge. Ça va toujours? Donc les textes que je vous dis là sont tous issus pour l'instant d'Apollon d'un carbon. Et je vais vous parler d'un personnage que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, qui est Samuel Merlin. Alors Samuel Merlin, c'est un contemporain de Zalewski, très, très contemporain, il est né en 1883, et lui, il va mourir. Il est mineur, il descend à la fosse à 13 ans, je veux dire, voilà, l'histoire, c'est la même. Ils sont des milliers comme ça, des dizaines de milliers à avoir la même histoire. Et eh bien, à 16 ans et 7 mois, il va être victime d'un accident dans la mine et il va décéder 2 jours après cet accident au domicile de ses parents. Il habite également à Los, également à la cité numéro 5. Et donc, Samuel Merlin euh, a une sœur, et c'est cette sœur qui va se marier avec François Zaleski, frère aîné de, d'Achille Zaleski. Alors, le jour de l'accident, 24 novembre 1899, donc, c'est donc, et il meurt 2 jours plus tard. Et donc, le, je vous donnerai le document complet, hein. Donc ça, j'ai récupéré des informations dans une revue qui est publiée enfin, qui était publiée en bassin minier. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça s'appelait Goeria, G-A-U-H-E-R-I-A. Et donc, il y avait de nombreux accidents. Et en fait, cet accident, c'est quelque chose de très commun. Probablement, je n'ai pas cherché qu'il a été évoqué dans la presse locale, mais ce n'est pas la catastrophe de Courrières. Euh, la catastrophe de Courrières a été dramatique, mais s'il n'y avait pas eu les rescapés retrouvés plusieurs semaines après le coup de grisou et l'éboulement, peut-être qu'elle serait passée sous silence. C'était le lot quasi normal des mineurs que de subir des catastrophes et qu'il y ait des morts, hein. On se croirait en Chine aujourd'hui. Et donc, l'accident de mortel donc, pour Samuel Merlin n'est parvenu qu'à travers le récit qu'en a fait Achille Zaleski dans un texte qui s'appelle La mort du Galibot. Et, et donc, c'est ce texte, en fait, que Olivier connaît très bien, qui est probablement le texte le plus connu d'Achille Zaleski, qui a été mis en chanson. Et c'est ça qu'on va écouter tout de suite, là, après. Et donc, je vous raconte un peu l'accident, parce qu'en fait, c'est un accident euh, d'une grande banalité et de courage, parce que le gamin de 16 ans, Samuel Merlin, donc il dirige un treuil dans la fosse, hein, il est dans la fosse, et ce treuil remonte. Les berlines sont chargées de charbon, et puis il s'aperçoit que 3 balles, donc trois petits chariots, 3 berlines, qui devaient se détacher, elles viennent de se détacher, donc elles arrivent au terminus, elles viennent de se détacher alors qu'elles ne devaient pas. Et donc elles redescendent à toute vitesse parce que les mines sont en pente descendante un petit peu, hein, enfin, parce que la veine, elle commande les, les différentes galeries. Et donc, eh bien, elle risque d'écraser les 2 décrocheurs qui sont en bas, qui sont ceux qui donc vont mettre les wagons les uns au bout des autres. Et donc, il actionne une sonnette d'alarme pour prévenir, et seulement la corde du treuil, qui a cassé, elle vient frapper donc Samuel Merlin, et puis bah, c'est comme ça qu'il est grièvement blessé, puis mortellement blessé, puisqu'il va mourir 2 jours plus tard. Il n'y a pas d'écroulement, c'est un accident de la mine. Il est remonté, il est la seule victime. Il est remonté sur le carreau et puis il est ramené chez ses parents. Puis 2 jours après, il décède. Vous voyez, c'est d'une énorme banalité. C'est un accident du travail. Je dirais entre guillemets, sans rien de plus. C'est un accident du travail, c'est quasi normal.
Alors aujourd'hui, à Los Angeles, il y a une école maternelle qui s'appelle Samuel Merlin. Et sur cette école maternelle, il y a une plaque qui est postée, qui est fixée, une plaque de marbre, et sur laquelle il y a un extrait du poème d'Achille Zaleski avec deux vers. Il y a sur front une étoile qui brille, car t'es mort en faisant de devoir. Voilà. T'es victime de ton devoir, de ton courage aussi. Et donc, le nom d'Achille Zaleski est bien sûr cité en dessous de Samuel Merlin. Et donc, ben, on peut être gré donc à la sœur de Merlin d'avoir ben, peut-être aussi conservé les archives de Zaleski, donc de son beau-frère, si on peut dire, parce que bah, dedans, ça parlait aussi de son propre frère qui venait de mourir. Oui, tout ça n'est pas très gai, mais comment, l'ambiance ouvrière, la solidarité ouvrière et puis la mémoire ouvrière transparaissent à travers tout ce que je vous dis là, à travers tous ces personnages bah, qui ont survécu à des catastrophes qui sont leur lot quasi quotidien, le mot peut-être un petit peu fort, mais hebdomadaire, c'est probablement pas galvaudé. Alors, je vais vous mettre le texte de ce poème. C'est une catastrophe. Je ne devrais pas t'en parler. Et donc, donc, je vous le mets là. Je ne crois pas me tromper d'écran cette fois-ci. Non, c'est bon. En plus, j'ai jamais remarqué que... Alors, le personnage qui est en bas à gauche, non, pas sur cet écran-là, mon gars. Non, 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 viens là, toi. Le personnage qui est en bas à gauche, qui tient un bandeau néon, c'est Patrick Denain, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Marais du Paradis, qui chante beaucoup de chants de marins, enfin de chants à caractère folklorique. Et il a également enregistré quelques textes qui parlent de la mine en français, mais il a créé une chanson qui s'appelle, donc autour du texte, La mort du Galibot, où il reprend quasiment toutes les strophes. Il en a enlevé une ou deux. Et puis, mais ça n'altère pas la compréhension du tout de l'histoire, du drame. Il a également enregistré un album qui s'appelle Carbon, hein, donc charbon. Et donc, je vais vous faire écouter un- l'interprétation. Donc, c'est une espèce de blues. Alors, j'espère que je vais y arriver parce qu'il faut que, alors, je sais pas, faut que j'arrête le partage pour reprendre le partage avec la musique parce qu'il faut que, voilà. Attends. Non, non, ça va pas. C'est parti trop vite là. Au fond de la fosse, dans la nuit. Voilà. Il faut que j'arrive à partager tout en même temps. Il me faudra un assistant. Il n'y en a pas un de vous qui peut venir me donner un coup de main. C'est pas possible. Partager l'audio. Voilà. Je vous remets ça. Vous me faites des grands signes si vous entendez pas, hein. Au fond de la fosse, dans la nuit profonde, Samuel Merlin mène un troll dangereux, le troll le compte, le poste émane de l'adresse et de l'al. Pied déconus qu'un bas de l'équine, le gamin chamale avec ardeur. Il va comme une petite maquine, sans prendre le temps de frotter sueur. Il vient de sonner sur le grand peintre, Merlin emballe 130 carbone, mais il pousse un cri d'épouvante. Les balles décrochées partent au fond. 3 balles au fond, le gamin le presse. Au fond des niches, c'est renfrogné. Pas de danger pour lui. S'il y reste, il ne sera pas même égratigné. Seulement au pied, c'est une autre affaire.
si les petits ne sont point avertis, il peut te dire au revoir à le maire. Ils sont certains d'être aplatis, car au lieu d'être dans le Capen, les deux imprudents sont sous le troll. Pas de récap, corps de seconde à peine, et un peu commandé le cercle. Mais Samuel a deviné le drame, et subtil comme un écureuil, il a quitté ce drôle la flamme et s'est précipité dans le troll, oubliant le danger de suspropiette pour vivre ses petits frères préservés. Il crie, il fait marcher le sonnette, les deux décroches sont sauvés. Mais hélas, atteint d'un côte corte, Samuel tombait sur l'endemain. Linge de la mort, bucco à sport, apportant le prix de ce dévouement. Dorapé un fond héroïque, dorapé au fond du tombeau, dorapé dans le cimetière antique, un accoutant quand elle l'osio. N'aura ni colonne, ni statue pour perpétuer un souvenir. Non deviendra point le nom d'une rue pour servir d'exemple à l'avenir. Mais dors Galibo, dors tranquille, dors sans regret dans un cercle noir. Et à cette fois, une étoile qui brille, car t'es mort en faisant tes voiles. Je vous l'ai laissé intégralement parce que je pense que, bon, d'une part, c'est tout un texte, c'est tout un témoignage. Et puis, l'interprétation, je la trouve très intéressante à tout point de vue, tant sur vraiment la composition que sur la prononciation de Pascal Denain. Je vous mettrai le lien où vous pourrez la réécouter. C'est dispo sur Internet. Et vous reprendrez vraiment, je dirais presque mot à mot, ligne à ligne, sa prononciation, là où, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais un petit peu des palatalisations, là où le texte qui nous est parvenu à l'écrit, le texte de Zaleski dit Troy, Denain qui n'est pas de la même époque, il y a quasiment un siècle, hein, de différence, hein, mais enfin en tout cas il y a au moins 80 ans entre l'interprétation et puis l'écriture. Mais dit troll à la place de Troy, par exemple, des choses comme ça, et beaucoup de choses hein, qui viennent vraiment montrer. Alors, moi, une très bonne prononciation, une très bonne articulation du Picard de l'Artois dans un texte que je trouve très fort. Je vais même me débrouiller peut-être pour essayer de trouver la partition, parce que je trouve vraiment que c'est très intéressant à chanter. Et vous aurez donc remarqué que, donc je vous l'avais dit, il y a une strophe qui a sauté. Et en fait, c'est la strophe entre guillemets intellectuelle. Je vous la relis, celle qui n'a pas été chantée. Dors, donc le pauvre Galibo donc, vient de mourir en fait. Dors, tu ne connaîtras pas la gloire. Dors ben, Béto, un t'oubliera. Donc bientôt t'oublieras, tu ne connaîtras pas la gloire. Là, c'est vraiment le sort commun. N'aura pas ta nom dans l'histoire, un lettre d'or comme Joseph Barra. Et Joseph Barra, c'est cet enfant qui s'est engagé pendant la Révolution française et qui est mort à 13 ans. Donc en fait, lui, il est dans les livres d'histoire.
Et donc, Zaleski en a entendu parler, hein, parce que 1793, il y a un siècle, hein, c'est plus près que nous, la guerre 14, hein, aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Et donc, Barras, c'est un héros de la République, de la Révolution. Il a son nom en or ou dans les livres d'histoire, hein, les deux à la fois. Eh bien, donc, bah oui, Samuel Merlin, lui, il n'aura pas cet honneur-là. Eh bien, aujourd'hui, il a son nom en lettres d'or sur l'école maternelle de Los en Goël. Et puis, il y a une chanson, et peut-être que, oh, il n'est pas plus connu que Joseph Barra, mais tout au moins, il n'est pas oublié grâce à cette interprétation et grâce aussi au texte d'Achille Zaleski. Et donc, c'est ce texte-là qui est le plus fort. Et quand je vous ai mis, j'ai repris le texte, hein, donc authentique, c'est noté par Zaleski comme ça dans son édition. Voilà, donc on va passer à autre chose, mais je pense que vous pourrez regarder. J'ai pas le sentiment que le texte soit compliqué dans le vocabulaire, à moins que vous ayez une question à poser. Mais donc, je pense que c'est quelque chose qui est très abordable. Et en l'occurrence, en chanson, c'est aussi quelque chose qui est important que ce soit abordable, parce que, comme vous ce soir, leur chanson, on l'entend pour la première fois et il faut à la fois en intégrer la mélodie, la musique, et puis comprendre le texte, et puis c'est fini, puis on ne l'entendra plus jamais. Quoi. Je veux dire, c'est pas le hit parade non plus, et puis celle qui passe au hit parade, tout de même, on n'écoute pas les paroles. Donc, vous voyez, on est sur un exercice très difficile, la chanson, que ce soit en picard ou dans une autre langue. Hein, c'est un exercice très, très difficile même ingrat, parce que c'est difficile à composer, à écrire, à interpréter, à faire entendre et dans de bonnes conditions techniques, et puis que l'auditeur soit disponible devant cette écoute quasi unique. Bon, on va changer de registre. Donc, je vais vous lire donc, ce sonnet, hein, vous voyez, une construction hyper classique de la littérature française. Les figues du fond. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi il y a un S à fond, mais c'est comme ça. C'est pas un fonds de commerce. Hein, voilà, bon, enfin, Du temps que j'étais au gamin, un père, un original, me faisait croire qu'il se trouvait un grand gardin dans le fosse. Et souvent, pour me prouver que l'histoire n'était pas fausse, il me rapportait des figues arvenantes d'Estraval. Aujourd'hui, je les ai cueillies d'un cassis maréchal qui me disait sont-ils bonnes? Avec ici, qu'une grosse. Demain, si j'ai le temps d'aller jusqu'à le vouer André le Fosse, André l'os, ils seront encore plus sucrés. Elle tourne est au pas banal. Mais le jour que j'ai plongé pour la première fois dans le mine, elles iront d'avoir 3, 4 pour m'y manger une tartine. Et je demande au père Mathieu d'où ce qu'est les figues sont. Un grand veau qui passe haut, traînant 14 berlines, lievesque et l'esquer quelques boules dessus mes bottines. Tiens, Zévla qui dit le vieux, Zévla les figues du fond. Bon. Le, il n'est pas mauvais du tout ce texte-là. Euh, la- le père, on raconte souvent que il rapporte un morceau de son briquet pour l'enfant, un pain d'alouette, enfin bon, cette tradition cette habitude des gens de la plaine, de ramener un petit bout de pain qu'on n'a pas mangé à ses enfants restés à la maison, c'est pain d'alouette, et donc on garde un peu ce nom-là pour le pain que le mineur va ramener de son briquet pour ses enfants. Bon là, ce sont des figues. Alors, il était évident qu'il n'y a pas de figuier au fond de la mine, mais l'enfant est naïf, il croit son père, comme tous les enfants, ils croient ce que les adultes leur racontent. Hein. Et puis, ça le fait rêver. Puis c'est peut-être une petite manière aussi de lui dire, un jour, tu auras plaisir à descendre à la fosse quand tu auras 13 ans, hein, parce que tu suivras les pas de ton père, le travail de tes aïeux. Et puis quand il descend, il est devant une réalité. Et puis cette réalité, voilà, elle apparaît sous les, comment il dit exactement, les cake boules qui tombent sur les bottines. Et puis vous le relirez, vous verrez il y a un petit peu il y a un peu de vocabulaire. Et je trouve que voilà, la- c'est à la fois la vie de famille et puis il y a la transition avec
comment le monde du travail et puis la réalité qui est loin d'être aussi joyeuse et sucrée que peuvent l'être les figues. Les figues. Bon, donc là, on était toujours dans Apollon dans le carbone. Je vais quand même vous donner, on a un petit peu de temps encore, oui, ça va. Vous donner un texte des Chants de l'Abîme. On n'est pas du tout dans le même registre. On est un petit peu dans le registre mousseron, mais vous allez voir, là, bon, il n'y a pas de personnage récurrent hein, du tout chez Zalewski, il n'y a pas du tout. Réplique de Boschu. Naner, un homme qui se croit malin, se promenant avec des camarades, raconte un Boschu sur Quémin. Un Boschu, c'est quelqu'un qui a une bosse, hein, voilà, hein, c'est tout simplement. Hein. Afin de faire ses fanfaronnades, il dit à Slafli, ah oui, mais c'est mon Picard qui prend dessus. Afin de faire ses fanfaronnades, il dit à l'affligé, parle donc, elle ne va pas faire un repas à ta maison? Pourquoi dit le Boschu? Ben, l'autre répond, parce que je veux que tu apportes un gambon. L'affligé, sans se mettre en colère, au drôle, a ben vite répliqué, à maison, je t'ai pas qu'elle va faire, mais elle tienne un fait un banquet. Un banquet? Pourquoi, chat dit l'autre? Elle Boschu, riant, plein ce gosio, lui sort chez la réponse chi toute cote. Je sais parce que t'as une tête de vieux. Bon. Donc là, on est dans la répartie. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure des gasconnades, que le titre me semblait pas inapproprié à certains textes, je pense que ce texte-là en fait partie. Euh, la, la réponse, le rindy-rindo, il est assez direct. Euh, il n'y a pas de méchanceté, du moins de la part du bossu. Et puis, il se venge bien verbalement de la moquerie un peu mal placée de celui qui fanfaronne. Affligé, c'est un mot picard qui a bien sa place ici. Et puis, au drôle, il a pas vite répliqué. Au drôle, le drôle, c'est un mot picard aussi pour dire que l'autre, il est peut-être pas bien dans sa tête complètement. Quoi. Voilà, il y a ça. Donc, ben voilà, une autre approche de Zaleski, donc dans ces textes inédits retrouvés. Alors, j'avais prévu ça, mais on va regarder ça, on a le temps, c'est bien. Toujours dans les Chants de l'Abîme. Les Lenettes dans un registre comique aussi, enfin comique, oui, oui. On va dire comique, humoristique, mais qui a vocation à faire rire un petit peu. Les Lenettes. Polyte, un jeune homme d'un village, un retard, un ne peut point davantage. Se promenant un soir après ce travail, voit une vieille qui lise le journal. La bonne femme a vomi ses lunettes afin de mieux distinguer les lettres. Et le bonhomme s'arrête et lui dit bonjour, vieille, quelle nouvelle? Un lit? Ouais, monsieur. Je lis à repère dans la laine. Ah, grand-mère, et que vous avez d'Elven, et je donnerai de bon cœur à une pièce sans sous pour m'y lire le journal comme vous. Donc sans sous, hein, moi c'est chat, voilà. Pour m'y lire, on avait la même construction tout à l'heure qui est très fréquente hein, en Picard. En français, ça peut se trouver aussi. C'est pour moi faire. Donc, pour m'y lire, on l'a très fréquemment dans le bassin minier. Chez Mousseron, c'est très fréquent également. Hein. Donc, au lieu d'avoir éventuellement, pour que je lise, hein, d'avoir un subjonctif. Pour m'y lire, on a un infini. Veillant l'air bête du grand Polyte, elle vieille, Anne drôle, lui répond ben vite. Eh, Mago, quoi est-ce qui vous défend de lire comme un autre, dirot vous ben? Faites comme mi, mettez des lunettes et vous pourrez lire les gazettes. Le grand Nigo ne perd pas son temps. Il cœur à la maison du marchand, se décoiffant comme des gens, se décoiffant comme les gens honnêtes. Bonjour, je viens quérir des lunettes, qui dit un rintrant et tout bas. Et alors là, j'ai mis entre crochets une variante. Hein, il y a une variante dans les manuscrits laissés par Zaleski. Donc ça pourrait être
et tout bas ou bien et le cola. Et là, le cola, c'est aussi un peu le nigo, hein, on pourrait le traduire comme ça. Et à titre personnel, je préfère le cola. Il dit un rentrant, mais tout bas, parce qu'il parle tout bas, il se parle à lui-même. Un souriant, il ajoute Baba, enfin, je vais tout de même savoir lire. Et le métier, et je vais tout de même savoir lire. Et le métier, et que je parie dire, vous êtes myope? Non, qui répond. Vous êtes presbyte? Ah ben non, non, je ne suis ni myope ni presbyte. Alors, est-ce le grand Polyte? Bon, là, on est quand même dans le registre de l'humour, hein. Ah, bien, approchez, mon ami. Voulez-vous essayer celle-ci? Ce sont des lunettes de verre fin. Pour savoir si qui me feront une affaire, il faudra me donner le journal pour dire si que je lis ou ben mal. Et le marchand, il avance une gazette, elle droite ravisse, il y a l'autre skiette, il fait basculer sa tête, hein, il ballotte un petit peu, mais c'est pas balloté, alloté. Non, avec Chechi, je ne vois rien. Et en voici d'autres, voyez-vous bien? Non, chez le même qu'avec les premières, je ne vois rien. Voici d'autres vers, voyez-vous mieux? C'est étonnant, je ne vois que du noir et dessus du blanc. Attendez, voici votre affaire. Non, je ne vois rien. Et cette paire? Rien. En voici d'un verre bombé. Monsieur, je ne vaux ni A ni B. Étrange vue, dit le marchand. Et il continue. Il sort de le net un argent, un or, il remue tout le magasin. Donc là, vous voyez que ça devrait être en argent, hein, au-dessus, hein, c'est argent et magasin pour la rime, hein. Donc, il dégarnit même ses fergnettes, la devanture du magasin, ses vitrines. L'autre essaye toutes les lunettes, sans pouvoir déchiffrer un mot. Elle les netier s'impatientot. Si ben qui finit par y dire. Alors là, vous remarquerez, là, il y a si ben, alors qu'avant, on n'avait rien. Donc, logiquement, ça devrait être rein, mais la rime, rein, bien, ben, ça, voilà, ça va pas trop. Donc, il y a des fois, il y a des hésitations. Mais on est sur des brouillons qui nous sont parvenus. Ce pas des textes édités, hein. Donc, il y a encore des hésitations, puisque là, après, on a si ben et qu'on avait bien avant, hein. Si ben qui finit par y dire: Ah, ça, monsieur, savez-vous lire? Si je sais lire, je cochiche et tout. Si j'étais que vous perdrez pour un fou, si je connaissais seulement mes lettres, est-ce que j'ai besoin de lunettes? Bon, gardez vos camelotes, marchand, j'irai monde à notre fabricant. Hein, donc, forcément, il croit au miracle que la vieille lui a fait miroiter. C'est le cas de le dire, miroiter chez un marchand de lunettes, c'est bienvenu, hein, c'est bien. Ouais. Bon, donc, texte à fonction un peu comique aussi, hein, mais il n'y a pas que des textes comiques. Il y a d'autres textes avec une certaine forme de sensibilité. Et puis, je vais vous passer un texte parce que, en fait, je me suis dit en préparant que bah, c'est pas dans des choses que j'apprécie a priori, ce type de texte, mais justement, je vais vous le partager parce que je- mes goûts ne sont pas forcément ceux de tout le monde. Et dans Apollon, dans le Carbon, il y a un texte qui s'appelle Mathia. Et je pense que là, aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, c'est maquien, hein. Il n'y a pas de problème, on sait que c'est maquien. Et là, c'est écrit maintien. Et donc ça aussi, ça m'incite à dire que ça pouvait très bien être maintien. Parce que l'écriture T-I-E, là, pour le coup, ça incite un peu à la palatinisation. Donc c'est mon chien. Et je vous le redis à titre perso, moi, mon chien, mon chat, mon jardin, c'est pas ma tasse de thé. Mais il est peut-être, Zaleski, je n'ai pas fait l'étude approfondie, il est peut-être le premier à parler de son animal de compagnie. Et il en parle avec beaucoup de sentiments. Et d'ailleurs, Charles Lamy le mentionne dans la préface qu'il fait à Apollon dans le Carbon. Alors, dans le Carbon, Apollon dans le Carbon. Je ne vais pas vous lire tout le texte parce qu'il est assez long. Et puis, je voudrais vous repasser un autre texte ensuite. Maintien. Il n'est pas bio, Maintien. Il ne peut pas, un ne peut pas plus l'être biette. Ça commence fort, hein. Il n'est pas beau, on ne peut pas trouver un animal plus laid. Il a des courtes pattes, un long corps, une grosse tête. Il a des longues oreilles qui lui donnent un drôle d'air. Il est poilu comme un ours, souvent sale comme un peigne, hein, comme un peigne.
Saint-Poil ressemble plutôt à de l'étoupe qu'à de laine. Enfin, il est affreux, mais n'empêche, et je l'équerre. Nous l'appelons Roquette. Elle y a fait une cabane dans un coin sombre del cour. Elle y a mis une grosse chaîne. Une chaîne qui ne quittera faut quel jour qui sera mort. Faut quel jour, c'est seulement ou rien que le jour où il sera mort, hein. C'est faut que c'est là, c'est vraiment typique du Nord et de tout le Hainaut, y compris belge. Et l'hiver comme l'été, qui pleuve au bas qui vint, encore assez souvent, ça n'a rien à voir dans le mat, il est là, prisonnier et heureux d'un saint sort. Je n'ai qu'à sortir d'un cours, aussitôt le chêne cliquette, et je n'ai qu'à lui dire deux mots tout bas. T'es là, Roquette. Tonnerre, ils casseront ce chêne pour venir me caresser. Ils s'étendent d'un scolier pour me loucher une miette, pour me toucher une miette. Donc, un miette, ici, c'est un peu comme en français, ça peut se dire également, hein, toucher un petit peu. Il y a boué. Il me dit bonjour dans sa langage de biette, il saute, il se roule par terre pour que je le vache l'agacer. Pour que je vache l'agacer, donc que je vienne, que j'aille, hein, c'est le subjonctif du verbe aller, hein, que je vache l'agacer. C'est exactement la prononciation encore actuelle à Denain, vraiment dans le secteur de Valenciennes. Il y a aussi donc ce lien qui peut être familial ou linguistique. Je m'approche et je glisse ma main tout le long de Saint-Corps-Mec. Ah, comme il est content. Il me pourlèque. Comme si que j'étais un chuc. Il danse, il se frotte contre moi. Il me ravisse dans les yeux pendant qu'est-ce que s'agite. Ah, ma chien, ti, de te maquer. Tu m'aimes, hein, tu m'as cher, tu me chéris. Et te maquer. Si tu n'es pas hypocrite, ti, tu ne tromperas point, tu es ma meilleure amie. Bah, ça continue, je vais arrêter là. Et donc, je trouve, ne serait-ce que par la répétition, impourlek, impourlek, ça, il y a vraiment un rythme poétique qui s'installe. Il y a le lien avec donc l'animal de compagnie qui vient retrouver le mineur qui sort de la mine, hein, qui a attendu son maître, le chien. Mais le maître a également attendu son chien, donc il y a ces retrouvailles. Et voilà, je veux dire, il y a quelque chose, je trouve, de fort sentimental. Et la suite du texte est tout aussi fort oh là, qu'est-ce qu'il veut faire, lui, là? Non, 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 non. Il me demande si je veux vous quitter. Je sais pas, vous voulez que je vous quitte? Non, pas tout de suite, peut-être? Non, bon. Non, Jean-Paul n'est pas d'accord. Donc, allez. Un dernier texte avant de vous donner encore quelques petits commentaires. Euh, et donc, on est à nouveau dans le registre humoristique, mais cette fois-ci dans les textes publiés dans Apollo dans le Carbone. Donc, ça s'appelle Le Télégraphe, qui est à l'époque, le télégraphe, c'est la fibre aujourd'hui, hein. On est dans le modernisme, hein. J'insiste toujours sur ces aspects aussi où donc on s'approprie la modernité et le Picard, pas le seul, hein, bien sûr, mais l'interprète à sa manière. Le télégraphe. Un jour, elle s'assied Collinette, des garçons soldats Schoenlet. Donc, c'est le nom le censier, oui, tout le monde ne sait pas. C'est le cultivateur, hein. Voilà. Et donc, il reçoit une lettre de son garçon qui est soldat. Des garçons soldats Schoenlet. Ce garçon, cerveau à Montmédy, il y a longtemps de ce que je vous dis parle, de ce que je vous parle, de ce que je vous dis ici, donc, et maintenant, pour le coup. Venons tout juste à te faire la guerre. Cher parent, disons le militaire, envoyez-moi vite des souliers, et je n'ai plus rien à mettre à mes pieds. Collinette, au pas de gymnastique, 5 heures aussitôt aux boutiques, et il a 4 pour 18 francs une paire de souliers bio et grands. Mais aussi malin que Nicodème, nous Saint-Cier ignorons le système pour expédier les escarpins. Il va trouver un de ses copains. Compagnon, dit l'autre, d'un ton graphe, faut envoyer par le télégraphe. Il n'y a rien qui vaut plus vite que ça. Et demain matin, vous garchons le Zara. Le brave homme n'en demande pas davantage. À 200-300 mètres du village, le télégraphe au long d'un chemin de fer vaut ses fils à du à l'air. Collinette s'en va sur la ligne et sans s'occuper d'elle machine,
ses bottines sur le dos, elle v'là le toqué qui grimpe tout en haut d'un piquet. Confiant dans le courant électrique, au fil des fers télégraphiques, il accroche espéré de souliers. Ensuite, il crie dans les gobelets pour mettre un garçon collinette, Montmédy, caserne Lafayette. Alors, il se laisse licher au fond et retourne tranquillement à sa maison. Vous avez bien compris la situation. Il a laissé les souliers là-haut. Et puis donc, quand il se laisse glisser au fond, là, c'est vraiment se glisser en bas. Hein. Mais c'est un mineur qui écrit, ça se passe à la campagne, mais il glisse quand même au fond. Hein. Et il retourne, donc Collinette, il retourne tranquillement à sa maison. Un mendiant qui suivait la ligne a perché les souliers. Il devine qu'un artère les a là posés. Un artère, c'est quelqu'un d'attardé au sens mental. Il y a des blasons de village il y a chez Artère, des Rissards, tout ça. C'est quelque chose de très péjoratif. Hein. Justement, donc le mendiant, justement, les siennes de souliers, les siens, ils t'ont usé. Quoi ce qu'il fait? Il se décoche tout de suite, grimpe en haut du piquet ben vite, dépeint les bottines du soldat, peint les siennes à le plage et ça revend. Un quart d'heure après, Collinette vient vire un fumant cigarette si les souliers étaient au veau, s'ils étaient partis, hein, s'ils étaient en allée. Il y a perché des cochures à trop. Oh, que belle invention, tout de même qui s'écrit. Quelle vitesse extrême, ma garçon a su ses souliers neufs et il a déjà ravaillé les vieux. Voilà, il n'y a pas que du drame chez Zalewski, il y a aussi cet humour-là, et donc il avait cette fibre-là, donc qui peuvent être tout aussi bien des histoires qui sont racontées au fond de la mine. Hein. Je veux dire, c'est tout à fait plausible qu'il ait retranscrit ce type d'histoire ou qu'il les ait imaginées ou que ce soit des blagues qui se... Bon, voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir un auteur. Je vous avais dit que je vous parlerai peut-être d'un autre. Alors, j'ai beaucoup consulté ce que nous a laissé Jacques Landrossi, l'universitaire lillois, qui nous a quittés déjà depuis quelques années, et donc en particulier dans la littérature patoise, qui est un tout petit ouvrage qui coûte pas cher, qu'on trouve facilement. Il y a toute vraiment la littérature dite patoisante. Lui, alors, il insiste toujours sur le terme langue picarde, le picard, jamais le ch'ti. Chez Landrossi, c'est clair, net et définitif. Et donc, ça, vous pouvez vous procurer pour avoir un aperçu très, très bref des auteurs de l'ensemble des deux départements du Nord-Pas-de-Calais, par des thématiques et par des hommes. C'est très intéressant. C'est excessivement résumé, bien sûr. Et dedans, donc, il parle un tout petit peu de Zaleski en disant qu'il est sur les traces de Mousseron, mais il parle également d'Aimable Lucas, qui donc est un autre mineur qui va mourir également très jeune, et c'est de lui dont je vous aurais parlé, mais j'en parlerai peut-être à une autre occasion plus précisément, donc qui sont des contemporains, et Aimable Lucas, lui, va mourir je crois qu'il a une trentaine d'années, dans un éboulement, et il a laissé un petit peu de littérature, et il peut être, si vous êtes amateur de cartes postales anciennes, vous cherchez des cartes postales avec la mine de charbon, les trieuses, etc., et vous allez retrouver comme ça des cartes postales qui sont d'avant la guerre 14, avec des images de gens au travail dans la mine, sur le carreau ou bien au fond de la mine, sont des images reconstituées et évidemment des mises en scène. Et il y a des quatrains de textes d'Aimable Lucas qui sont extraits de sa littérature, littérature qui a été explorée par Jacques Landrossi dans un numéro de l'invention de Picardie qui était publié par Pierre Ivard dans les années 80. Il y a tout un ensemble, toute une étude de son écriture dedans. Mais bon, je ne veux pas vous en parler davantage aujourd'hui. Il y a comme ça trois, quatre poètes, écrivains de langue picarde qui parlent de la mine, du charbon, du travail ouvrier dans cette époque antérieure à la guerre 14. Et c'est à noter parce que c'est pas fréquent du tout. Il n'y a pas beaucoup de Bretons qui ont parlé en breton avant 1914 du travail de la mer. Il n'y a pas beaucoup de Savoyards qui ont parlé voilà, en savoyard hein, dans leur langue. Mais là, on est dans le bassin minier.
Ils sont des dizaines de milliers. Je veux dire, ils sont tous donc attachés sur la même chaîne de travail bien entendu, ils ne sont pas tous dans le même coron, mais ils sont tous sur cette grande chaîne de travail qui va à l'ouest de Béthune jusque Fresnes-sur-Escaut dans le nord, et puis qui continue après, bien sûr, en Wallonie, en Belgique. Et donc, ils ont la même peine, ils ont les mêmes rythmes de travail et ils ont la même culture, les religions. Alors là, pour le coup, des variantes dans le catholicisme, mais ils ont aussi donc la même langue et donc ces souffrances-là, ils les transmettent à travers leur littérature. Et puis, retenons quand même que le mot rescapé en français nous vient de cette époque-là, hein. Il nous vient de la catastrophe de Courrières dont je parlais tout à l'heure. Et il y avait des récapés. Et les récapés, bah, c'était ceux qui étaient rescapés, comme on dit maintenant en français, mais je redis que le mot français, ça aurait dû être rechappé. Et le terme récapé, on le trouve dans l'adjectif, on le trouve dans l'œuvre de Zaleski pour dire qu'il y a des gens qui réchappent Mm. quand on parle français aujourd'hui. Mais donc, ils ont récapé. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cet auteur minier. Euh, j'ai réussi à parler longtemps de quelqu'un qui a peu produit, mais qui, je pense, a laissé une trace importante dans la littérature picarde. Et puis, ben, vous voyez, donc plus d'un siècle après sa disparition, nous ne l'oublions pas. Je n'en suis qu'un porte-parole de tous ceux qui ont travaillé autour de Zaleski. Et ça, c'est quand même, c'est assez intéressant. Si vous arrivez à trouver les Chants de l'Abîme de Bailleul, là, vous aurez plaisir à regarder, et en particulier la longue lettre. Elle est très longue, la lettre à Rostand. Elle est très longue. Ça fait 3 pages dedans. Et donc, mais bon, c'est assez amusant de voir que on peut comme ça s'adresser. Mais pourquoi pas? C'est pas interdit. C'est pas interdit. Voilà. Mm. Bah, pour ce qui est d'aujourd'hui, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Il y a de la discussion. Et puis, donc, sinon, avec Olivier, on a fixé la prochaine date. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous levez la main. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bien. Donc, ouais. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein, c'est pas... Non, moi, j'ai pas de questions, mais je voulais dire que j'ai plaisir à découvrir un auteur, on va dire, décalé par rapport à ceux que tu nous as déjà présentés. On ne s'attendait pas à ce jeune homme, en plus de parents étrangers, voilà, qui écrit. Ouais, bah oui, mais c'est aussi s'il a écrit en Picard, c'est parce que le Picard était là. Alors, je veux dire, il n'a pas été le chercher. Il est allé à l'école, il a appris français. Il est évident que ses parents ont pris le langage qui était là quand ils sont venus travailler, parents ou grands-parents. Et donc, et puis, il a, cette langue, on la retrouve ailleurs, hein, un peu dans la presse à ce moment-là, au 19e, mais cette langue, elle est là, elle est dans les oreilles, et il va l'écrire. Il aurait très bien pu écrire en français avec quelques mots de Picard dedans. Non, non. Il s'est quand même écrit, c'est pas moi qui l'ai marqué, sa poésie patoise. Hein, c'est pas poésie avec du patois dedans. Hein, c'est pas du yaourt, c'est vraiment c'est son Picard. Oui, c'est décalé. Bah, oui, il fait partie de la littérature picarde. J'ai plaisir aussi, moi, avant de vous retrouver le jeudi, là, comme ça, j'ai plaisir aussi à relire, à retravailler, à approfondir certains. La plupart d'ailleurs des gens dont j'évoque l'œuvre. Je regarde aussi, il y a tout un tas de choses que je ne vous dis pas. Je regarde ce que René Debrie a pu dire de ceci, cela, dans ses bibliographies, dans ses inventaires. Et puis, je suis assez surpris il y a peu de choses, mais les travaux de Debrie, des gens qui est décédé, René Debrie, donc les travaux qui ont plus de 40 ans maintenant. Donc, le temps passe quand même relativement vite et les connaissances s'accumulent. Et puis, quand même, par le biais d'Internet et puis des documents qui sont mis en ligne, on peut trouver, par exemple, la chanson, là, je la connaissais pas, il y a un an, je la connaissais pas, quoi. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui nous sont plus facilement accessibles. Euh, mais voilà, donc vous allez avoir un peu de lien avec Internet. Je vous Mm. mettrai aussi un lien avec les travaux de Jacques Landrecy. Il y en a une partie qui sont accessibles en accès libre, partie de ces travaux
universitaire liée à la difficulté d'éditer en picard dans le monde ouvrier et notamment dans le bassin minier. C'est fouillé, c'est costaud, mais c'est franchement intéressant de contextualiser l'édition. Le fait qu'existe un livre. Et par exemple, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est l'occasion de vous le dire, c'est que Apollon dans le Carbon a été publié par souscription avec mécénat. Hein, et donc, pas par souscription, avec mécénat. Et le mécène n'est pas connu. Et certains peuvent croire que c'est Charles Lamy, puisqu'il fait la préface. Mais Charles Lamy n'était pas très fortuné. Il était même plutôt assez dispendieux. Puis en plus, il avait des dettes parce que quand il publiait les Pastinka Berlot ou des choses comme ça coûtait cher et généralement, c'est du compte d'auteur. Il y a je vous l'ai dit, j'ai insisté, il y a une couverture. Il y a eu un artiste qui a fabriqué. Il y a eu un photographe qui a pris en photo. Ce n'est pas Internet, ce n'est pas un scan ou bien un smartphone. Hein. Donc, il y a des gens qui ont travaillé. Il y a un imprimeur qui a reproduit. Et donc, tous ces gens-là, il a fallu ou bien ils ont donné leur travail, ils ont le droit, mais ou bien il a fallu les payer. Et donc, il y a un mécène qui est resté anonyme. Et puis, il y a même un petit cartouche derrière. Vous voyez, tout ça n'est pas, ça ne tombe pas du ciel, quoi. A fortiori dans la mine. Et donc, tout ça, c'est une difficulté que d'éditer une plaquette et puis derrière ça, de la diffuser. Hein. Et puis, bah, il y a. Donc là, après, là, on est dans les années 1980-85. Et donc là, bon, là, c'est des choses qui sont retrouvées. Et ça, c'est un bonheur, en fin de compte, sur un personnage qui était déjà assez mythique comme pouvait déjà l'être Zalewski avant 1985, de retrouver des inédits, et des manuscrits, et puis qu'ils aient une histoire familiale, et puis une histoire transfamiliale, puisque sa belle-sœur, en fin de compte, est la sœur d'un autre mineur qui est mort au fond dans le texte. Enfin, les choses se répondent. Je trouve ça, c'est très intéressant. Et c'est vraiment, je reviens sur le mot de solidarité. Je crois que ce mot-là a beaucoup de sens dans le monde ouvrier, et notamment chez les mineurs, puisque c'est l'activité principale de la région. Il y a aussi le textile, tout ça, mais enfin, on ne va pas épiloguer. Voilà pour ce soir.